Avant, je pensais connaître la femme que j'avais épousée, la courbe de sa voix quand elle était fatiguée, le scintillement de ses yeux avant un mensonge, faible, mais toujours là. Mais debout derrière cette vitre froide dans la salle d'observation du commissariat 12, j'ai réalisé que je ne la connaissais pas du tout, pas vraiment dans le sens qui comptait. Elle était là, Delilah Monroe, au premier plan sur toutes les chaînes d'information de la ville, enduite de mascara, de gloss, les joues agrippant cette foutue photo comme si elle signifiait quelque chose. Nos jumeaux, Kai et Isla, sourient dans leur costume d'Halloween. Un petit astronaute et un petit tournesol. Ils étaient tellement excités, tellement pleins de vie. Et maintenant, elle agissait comme si elle avait à peine survécu à une tentative de meurtre, ma prétendue tentative de meurtre. Le microphone du journaliste était parfaitement orienté. Le professionnel de l'éclairage qu'elle avait préparé pour cela l'a répété. Delilah pouvait pleurer sur cul. Elle l'a fait une fois pour se soustraire à une contravention pour excès de vitesse, elle a dit aux flics qu'elle était en retard à un rendez-vous de fertilité. J'en ai ri. Puis, maintenant, ce souvenir, c'était comme avaler du verre. Il a trafiqué les freins, dit-elle, sa voix étant si convaincante que je la croyais presque moi-même. Il voulait que nous partions, moi et les enfants. Le silence qui suivit était délibéré. Elle l'a laissé s'étendre, a laissé son poids pénétrer dans chaque foyer qui regardait l'émission. Puis vint le poignard, il se souciait plus de l'argent que de sa propre famille. Cette ligne, cette foutue ligne, ma mâchoire s'est serrée si fort que j'ai senti un craquement de mollet. Je lui avais tout donné. J'avais travaillé 60 semaines, raté les vacances, sacrifié ma santé, ma paix, mon sommeil pour elle, pour les enfants, pour une vie que nous avions dit que nous bâtirions ensemble. Et maintenant j'étais le méchant dans un feuilleton tordu. Et puis, comme si la trahison ne suffisait pas, le détective Ron Keller posa une main sur son épaule, ferme, rassurante, s'attardant bien trop longtemps. La même main qui a mené l'enquête sur mon prétendu crime. L'homme qui a supervisé mon arrestation, celui qui m'a interrogé pendant 12 heures d'affilée sans interruption, était désormais assis à côté d'elle comme un ange gardien. Derrière moi, mon avocat, Marcus Bell, restait immobile. « Ne réagis pas, Julian, murmura-t-il. C'est exactement ce qu'ils veulent. » Sa voix était basse, calme et terreuse. Ils jouent à un jeu. Ne leur donnez pas cette satisfaction. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux, mais à l'intérieur je m'effondrais. 15 ans de mariage et pas une seule fois je n'aurais pensé que Delilah se transformerait en une étrangère aux rouges à lèvres rouges et aux larmes de crocodile. Elle m'appelait son rocher, son endroit tranquille dans un monde bruyant. Nous n'étions pas parfaits. Aucun couple ne l'est. Mais nous étions solides, du moins c'est ce que je pensais. Il s'avère que c'était juste pratique. Jusqu'à ce que je ne le sois plus. J'ai rejoué l'accident encore et encore dans ma tête. L'appel arrivait à 14h17 d'un numéro inconnu. La voix à l'autre bout du fil était tendue et paniquée. « Monsieur Monroe, votre femme et vos enfants ont eu un accident. » J'avais tout laissé tomber. J'avais couru hors du bureau, conduit comme un fou au feu rouge, le cœur battant comme un tambour de guerre. Et quand je suis arrivé, elle était déjà dans l'ambulance, tenant Isla Kai avec une coupure au-dessus du sourcil, du sang coulant sur sa combinaison d'astronaute. Delilah ne m'avait pas regardé, pas une seule fois, pas même lorsque je criais son nom. Je pensais que c'était un choc. Je pensais qu'elle était peut-être trop effrayée, trop blessée, trop dépassée. Mais maintenant, je savais mieux. Elle n'était pas sous le choc. Elle préparait le terrain. Elle plantait des graines dans l'esprit de chaque premier intervenant, de chaque infirmière, de chaque travailleur social. Il est dangereux. Je l'imaginais murmurer, je ne me sens pas en sécurité. Pendant ce temps, j'arpentais les urgences, appelant des avocats, mettant la famille au courant, priant pour que mes enfants aillent bien. Maintenant, je regardais les conséquences se dérouler comme un film d'horreur au ralenti. La bannière d'information sous elle disait « Mari accusé dans une affaire de falsification de rupture. L'épouse survit, les enfants sont blessés, accusés. » Ce mot m'accrochait comme de la fumée. Je pouvais le sentir sur ma peau et ma gorge. Pas inculpé, pas encore coupable, mais accusé suffisait. Assez pour le cirque médiatique. Assez pour me faire suspendre de mon travail.
Assez pour que mes voisins arrêtent de faire signe. Assez pour que les services à l'enfance se présentent à ma porte 2 jours plus tard avec des papiers de garde temporaire et un bloc-notes rempli de langage froid, mise en danger présumé, audience de révision en cours, visite surveillée requise. Mes parents n'avaient pas appelé, pas une seule fois. Ma mère a envoyé un texto, juste une ligne, nous prions. Ce n'est pas vrai, comme si la prière pouvait arranger ça. Marcus s'est déplacé à côté de moi et a sorti son téléphone pour enregistrer le flux en direct. Nous allons utiliser ça, dit-il. Chaque larme qu'elle fait couler est une fissure de plus dans son masque. Les jurés ne sont pas stupides. J'enviais sa confiance. Je n'en avais plus. La porte derrière nous s'est ouverte en grinçant. Un autre officier entra et murmura quelque chose à Marcus, qui pâlit. Ils avancent dans la mise en accusation, murmura-t-il, demain matin. Ils n'ont aucune preuve, ai-je dit, même si cela semblait faible, même à mes propres oreilles. Ils ont ce qu'ils pensent être suffisant, mais nous allons le démonter morceau par morceau. Il fit une pause, Julian, j'ai besoin que tu tiennes encore un peu. Ne laissez pas cela vous briser. Mais quelque chose en moi avait déjà quelque chose de lourd et de sacré, la confiance, peut-être l'espoir, cette certitude chaleureuse et tacite que la personne que tu aimes ne voudrait jamais te voir ruiner. J'ai regardé Delilah quitter la caméra, escortée par Keller, la tête baissée, les cheveux tombant comme un rideau sur sa joue. Cette image m'a gravé le crâne. Elle n'a pas regardé en arrière, pas une seule fois, pas pour la caméra, pas pour moi, pas pour l'homme qu'elle avait juré d'aimer, d'honorer et de chérir. Et puis j'ai pensé aux enfants, la curiosité tranquille de Kai, le rire sauvage d'Eslao. Je n'avais même pas eu le droit de leur parler depuis l'incident. Les avocats de Delilah avaient déposé une ordonnance de protection d'urgence, affirmant que ma présence pourrait mettre en péril leur stabilité émotionnelle. J'ai agrippé le bord de la table d'observation si fort que mes jointures sont devenues blanches. Non, je n'allais pas être effacée. Pas par Delilah, pas par un détective souriant, pas par un récit cousu de mauvais acteurs et de faux documents. Il pensait qu'il pouvait me peindre comme un monstre et que je le prenais, m'effritais, me fondais dans le décor, que je perdrais tout et disparaîtrais tranquillement. Mais ils avaient commis une erreur. Ils ont sous-estimé jusqu'où peut aller un père quand quelqu'un ment sur son amour pour ses enfants. Ils ont oublié que parfois ceux qui sont calmes se souviennent de tout, même de la façon dont une personne cligne des yeux avant de mentir. Au moment où les caméras se sont éteintes. Delilah n'a pas essuyé ses larmes, elle n'en avait pas besoin. Ils étaient destinés aux spectacles hydrauliques conçus pour les titres et les hashtags. Ce qui est venu ensuite n'était pas du chagrin, c'était une évaluation de performance, et elle avait réussi. J'ai découvert grâce à Marcus ce qui s'est passé après cette émission. Un communiqué de presse a été publié dans l'heure, un PDF sur papier glacé avec un langage soigneusement rédigé me décrivant comme un mari jaloux et financièrement instable qui avait récemment souscrit une police d'assurance vie de 2 millions de dollars pour sa femme et ses enfants. C'était la preuve irréfutable. Ils ont prétendu que c'était ma motivation. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils ont commodément omis, c'est que je n'ai jamais signé cette politique. Je ne savais même pas que ça existait. Delilah l'a fait. Et le plus intéressant, le nom sur le document était le mien, mon nom complet, Julian Ever Monroe, mais la signature était trop fluide. Le J bouclait en quelque sorte. Je ne l'ai jamais écrit. Et la queue du M et de Monroe s'accroche comme un hameçon. Il était suffisamment proche pour qu'on puisse y jeter un coup d'œil, mais Marcus le remarqua immédiatement. Nous allons le contester. Dit-il en feuilletant les photocopies du dossier des preuves. Ils nous ont laissé voir, mais cela ne vient pas de vous. Je parierais mon permis le dessus. Le monde n'a pas attendu de preuves, même si plus personne ne le fait. Les réseaux sociaux ont fait ce qu'ils font de mieux, choisir leur camp et détruire des vies. Mon visage était collé à côté de mots comme meurtre, complot, tueur de famille, escroquerie à l'assurance. Je n'avais même pas encore été interpellé et déjà les hashtags étaient à la mode, hashtag justice pour Cayenne et hashtag Delilah Strong. Elle était leur reine en deuil. J'étais le méchant dans l'ombre. L'accident s'est produit un mardi. Vendredi, Delilah avait un avocat, un publiciste et une publication sur Instagram avec les visages de nos enfants flous à côté d'une légende qui disait « Je les protégerai jusqu'à mon dernier souffle ». Même avec lui,
j'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, regardant de loin mon monde s'effondrer au ralenti pixelisé. Elle s'est assurée que je ne parlais pas même une seule fois. Mes déclarations se limitaient à ce que Marcus pouvait soigneusement rédiger pour le dossier initial de défense du tribunal, et même dans ce cas, la plupart des médias l'ignoraient. Ce n'était pas assez salace. Puis sont venues les photos. Un dossier d'entre eux a atterri sur le bureau de Marcus, fuite. Ils ont dit moi au garage 2 semaines avant l'accident, moi tenant une clé à molette, moi sous notre SUV. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que je changeais cette foutue huile, que j'avais moi-même posté cette vidéo de bricolage montrant au papa comment éviter de se faire arnaquer par les mécaniciens des concessionnaires. Mais ils ont pris les photos, ajouté une légende dramatique et soudain, je préparais la scène. Je n'étais plus surpris, juste dégoûté. Marcus a relié les points plus vite que je ne pouvais les traiter. Ils écrivent ça. Dit-il. Il n'y a pas que de Lila. Quelqu'un la nourrit, la gère, celui qui l'aide veut que tu sois enterré. Je savais ce qu'il voulait dire, le détective Ron Keller. Delilah le connaissait depuis des années. Ils se sont rencontrés lorsqu'il a été affecté pour la première fois à une dispute domestique dans notre quartier. Quelqu'un a appelé pour crier depuis la maison de nos voisins. Lui et Delilah ont entamé une conversation et après cela, il a semblé apparaître plus souvent, barbecue dans la cour, fête de quartier, réunion de surveillance communautaire. Je n'y ai jamais beaucoup pensé. Je lui ai fait confiance. Je travaillais tard, je rattrapais toujours mon retard. Je ne pensais pas devoir remettre en question chaque sourire ou chaque message texte idiot. J'aurais dû le savoir au moment où elle a commencé à dormir avec son téléphone sous son oreiller. Mais ce n'était pas seulement Keller. Plus Marcus creusait, plus cela ressemblait à une pièce de théâtre, chorégraphiée à la seconde près. Les fourgons de presse étaient garés devant chez moi moins d'1 heure après mon arrestation. Ils n'ont même pas frappé, ils ont juste filmé à travers mes fenêtres pendant que les policiers me laissaient sortir menotter. Je me souviens de la façon dont les lumières de leurs caméras éclairaient les dessins de mes enfants sur le réfrigérateur et du timing de tout, trop propre, trop répété, l'accident, l'hôpital, l'admission, l'entretien, les fuites, le tout parfaitement séquencé. Quelqu'un avait de l'argent, des ressources, un accès et moi. J'étais assis sur une morue en plastique dans une cellule de détention qui sentait l'eau de javel et la sueur, avec du sang séché sur mon col depuis le moment où ils m'ont plaqué sur le trottoir devant le palais de justice. Marcus a essayé de me rassurer. Nous allons le démêler. Il a dit, nous le faisons toujours. Ces configurations ne durent pas. Mais je n'en étais pas si sûre, car ce n'était pas seulement un coup monté. C'était une trahison de la part de quelqu'un qui connaissait chaque centimètre de moi. Elle connaissait mes points faibles, mes révélations. Elle savait comment rendre tout cela crédible parce qu'elle avait vécu à mes côtés pendant 15 ans, dormait à côté de moi, portait nos enfants, portait la bague que je lui avais offerte avec les mains tremblantes le jour de ma demande en mariage, et maintenant elle utilisait tout cela comme des munitions. Ils m'ont peint, comme disait Gourmand. Je me noyais sous les dettes que je voulais mettre fin au mariage, mais je ne voulais pas perdre la maison, les enfants, la pension alimentaire. Je préférais tuer ma famille plutôt que de m'en aller sans faillite. C'était comme si je faisais l'éloge de mon vivant et de la part de la personne qui avait juré de ne jamais me mentir. Je savais que je ne pouvais pas m'effondrer. C'est ce qu'il voulait. Il me voulait erratique, en colère, brisé. Un homme comme ça a l'air coupable. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai attendu, j'ai laissé Marcus gérer le bruit extérieur pendant que je me concentrais sur la seule chose qu'il me restait, la clarté. Il y a quelque chose dans le fait d'être seul qui aiguise l'esprit. Dans cette cellule, sans téléphone, sans distraction, sans voix autre que la mienne, j'ai commencé à reconstruire chaque instant, chaque regard étrange, chaque mensonge qui n'en avait pas l'air à la fois, chaque fois qu'elle quittait la pièce pour répondre à un appel, chaque dispute que nous avions pour rien, les voyages d'affaires, les filles tard le soir, les week-ends. Je me suis souvenu de la fois où elle avait oublié notre dîner d'anniversaire, affirmant qu'elle était trop épuisée par un événement de charité auquel Keller l'avait invitée. Je pensais que c'était juste la vie. Maintenant, je savais que c'était le début d'un scénario différent. Il voulait que je pourrisse dans cette cellule, que je sois l'homme qui fait la une des journaux, la punchline de chaque talk show,
le trope typique du mari contrôlant, prendre vie. Mais s'il pensait que j'allais me retourner, il ne comprenait pas qui j'allais devenir. Je ne me battais pas seulement pour mon nom. Je me battais pour Kai et Isla, pour avoir la chance de regarder mon fils dans les yeux et de dire « Je ne t'ai jamais abandonné », pour avoir la chance de brosser à nouveau les cheveux de ma fille et de l'entendre dire « Tu m'as manqué, papa ». Ce n'était pas une question de vengeance, il s'agissait de restaurer la vérité, la dignité d'une vie. Traitez-le page par page. Il y a quelque chose dans la prison qui vous enlève tout ce dont vous pensiez avoir besoin, le bruit, le confort, les distractions. Et là, le silence n'est pas paisible, il est oppressant, le genre de silence qui fait pousser les bras et commence à vous étrangler de l'intérieur. D'autres, peut-être au début de la trentaine, les cheveux bien rangés sous sa casquette, l'insigne posé lourdement sur sa poitrine. Sa plaque signalétique indiquait M. Cruz. Elle ne me regardait pas comme les autres. Il n'y avait aucun sourire narquois, aucun jugement, aucun dégoût, juste une tranquille lassitude, comme quelqu'un qui avait vu trop de mensonges déguisés en vérité. J'étais dans la zone d'accueil pour prendre mes empreintes digitales pour la deuxième fois. Une partie de ce que Marcus m'a dit était une formalité procédurale. C'est vrai, parce que les hommes faussement accusés sont exhibés 2 fois juste pour vérifier. Elle m'a tendu une épingle pour signer l'un des innombrables formulaires. Nos mains se sont touchées pendant une seconde et ses yeux se sont levés le plus bref instant. Puis elle glissa un morceau de papier plié sous le formulaire avant de se détourner. Comme ça. Pas de mots, pas de signe de tête, rien. Mon cœur s'est arrêté. J'ai attendu que la lumière rouge de la caméra du couloir s'éteigne avant de la glisser dans ma ceinture et de faire semblant de me gratter la jambe. J'étais déjà de retour dans ma cellule avant de l'ouvrir. Il était petit, la moitié de la taille d'un reçu, plié 3 fois. L'écriture était rapide, nette, sans absurdité. J'ai travaillé avec Keller. Quelque chose ne va pas. Il est souvent venu chez votre femme. Surveillez-le. Aucune signature, aucun autre détail. Mais mon souffle se bloqua dans ma gorge. Ce n'était plus seulement un soupçon. Quelqu'un à l'intérieur du système disait enfin ce que je craignais depuis le début. Ron Keller ne dirigeait pas seulement l'enquête, il était impliqué. Je m'assis sur le bord de mon lit et regardai le billet dans mes mains comme si c'était de l'or. C'était comme de l'espoir, et l'espoir avait été rare depuis la seconde où ses menottes s'étaient enclenchées autour de mes poignets. Keller avait toujours été un homme habile et raffiné, le genre de gars qui n'élevait jamais la voix parce qu'il n'y était pas obligé. Il avait la confiance de quelqu'un qui savait que le système serait toujours de son côté. L'insigne, le charme, la prétention d'autorité, tout cela n'était qu'un masque et j'avais commencé à l'enlever. À l'époque, je pensais en fait qu'il faisait partie des gentils. Il avait contribué à un cambriolage dans le quartier il y a 2 étés. Il avait même partagé une bière avec moi sur notre porche pendant que nos enfants jouaient dans la cour. Mon erreur était de supposer qu'il respectait ma maison, ma famille, moi. Il s'avère qu'il voulait tout. Delilah l'avait laissé entrer lentement, je m'en rendais compte maintenant, et pas seulement par la porte d'entrée. Il était alors des petites choses, de la serrure cassée, des questions d'alarme de sécurité. Le jour où elle a dit qu'il était venu vérifier les rehausseurs des enfants. J'en avais ri à ce moment-là. Ça doit être sympa d'avoir un flic qui se soucie de mon aveuglement. J'ai montré la note à Marcus le lendemain matin lors de notre séance de stratégie. Il l'a lu 1 fois, puis 2 fois, puis s'est penché en arrière sur sa chaise et a poussé un faible sifflement. On dirait que notre araignée vient de cligner des yeux, marmonna-t-il. Si l'agent Cruz est disposé à parler, nous pourrions avoir un effet de levier. C'est notre première fissure interne. Elle risque tout ce que j'ai dit. Elle joue aussi intelligemment. Marcus a répondu, elle n'a pas signé son nom. Elle a transmis des informations, pas un témoignage, mais c'est un début. Voyons où cela mène. Il avait raison, un début, c'est plus que ce que j'avais eu depuis des semaines. Et l'agent Cruz n'avait pas fini. 3 jours plus tard, un gardien m'a remis un plateau de nourriture avec un carton de lait supplémentaire. Un numéro y était inscrit à l'encre bleue, 349A. Je l'ai regardé comme si c'était le code d'un roman d'espionnage. Marcus l'a confirmé. Le 349 a été un casier de stockage dans une gare routière du centre-ville.
Nous avons renvoyé un messager vérifier l'intérieur d'un dossier en manille contenant 3 formulaires de plainte interne contre Keller, tous scellés, jamais poursuivis. L'une a été déposée par un répartiteur qui l'a surpris en train de détourner des voitures de patrouille pour des courses personnelles. Un autre d'un jeune détective qui a démissionné peu de temps après, l'accusant de harcèlement. Rien de tout cela n'a jamais été vu dans une salle d'audience. Mais cela nous a donné un modèle rare. Keller n'était pas seulement tordu, il était isolé. Et Dalila, elle était soit aveuglément amoureuse, soit tout aussi corrompue. Le casier contenait également autre chose, une copie d'un journal d'accès interne. Il montrait que Keller utilisait les informations d'identification du département pour se connecter à la base de données d'enquête sur les accidents 2 heures avant l'accident. C'était tout. C'était notre coin. Vous ne pouvez pas simuler l'horodatage des journaux numériques, a déclaré Marcus. Pas quand ils proviennent directement des propres dossiers de sécurité du département. Nous avons tout emballé et déposé discrètement une requête pour supprimer les principales preuves de l'accusation, invoquant des violations de la chaîne de possession. Cela n'a pas fait la une des journaux. Nous ne voulions pas que cela le fasse. Pas encore. Au lieu de cela, nous avons attendu. Les équipes ont continué à nous envoyer du fil d'Ariane, de petits éclairs de vérité cachés dans la bureaucratie, un pin GPS ici, un appel modifié là-bas, des pièces d'un puzzle qui avaient été manipulées depuis le début. À travers tout cela, je suis resté calme, concentré. Je pensais à Kai et Isla tous les soirs, je me demandais si je leur manquais, je me demandais s'ils croyaient ce qu'on leur disait. Mon avocat a dit qu'ils étaient pris en charge par un agent de liaison familiale neutre. Cela ne signifiait rien pour un père désireux de tenir ses enfants. Mais la statique de ma vie, ces jours passés dans le brouillard de l'injustice, avait changé, une fréquence. Que nuit. J'ai regardé le plafond, mon esprit parcourant les chronologies, les plans, les connexions. J'étais sûre d'une chose, Keller avait tout planifié. Ou peut-être qu'ils l'ont planifié ensemble. Peut-être que l'affaire avait commencé il y a 1 an ou 5. Peut-être que ce n'était jamais une question d'amour. C'était une question d'argent, de nouveau départ, de disparition. Mais si tel était le plan, alors le fait de rester en ville avait ruiné. C'est alors que j'ai compris quelque chose d'important, ils ne voulaient pas seulement me détruire, ils doivent partir, car les mensonges sont fragiles, ils s'effondrent sous l'examen minutieux. Et je venais tout juste de commencer à gratter la surface. J'étais allongé là dans cette cellule, les bras derrière la tête, et j'ai chuchoté dans le noir. Tu es venu m'enterrer, Dalila, mais tu as oublié de vérifier si je respirais. Et maintenant, j'étais bien réveillé. Vous avez déjà entendu dire que les caméras ne mentent pas? Les dossiers étaient propres, aseptisés, juste assez pour avoir l'air officiel, mais pas assez pour révéler quoi que ce soit d'utile. Chaque image qui aurait pu répondre aux questions avait été mystérieusement expurgée ou accidentellement. Lee. Et maintenant? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà sa réponse, nous creusons. Il a contacté l'un de ses anciens colocataires à l'université, Dion Sawyer, un analyste médico-légal numérique qui travaillait en freelance. Maintenant. Dion était un génie discret, le genre d'homme capable d'extraire des données d'un mur de briques si on lui donnait un câble en 5 minutes. Il devait une faveur à Marcus et pour cette affaire, il a tout mis en œuvre. 2 semaines plus tard, Dion nous a appelés. Je n'oublierai jamais comment il nous a accueillis, assis à un bureau entouré de 6 moniteurs, les yeux injectés de sang après 3 jours sans sommeil, la tasse de café tremblant dans une main. Messieurs, a-t-il dit, vous allez vouloir vous asseoir. Et c'était là, diffusant silencieusement sur son écran central, le flux complet et inédit du coin d'Elm et Winstead, le site du crash. L'horodatage était là, 13h47, exactement 13 minutes avant que l'appel d'urgence ne soit enregistré par le répartiteur du 911 et qui était garé dans un SUV noir banalisé de l'autre côté de la rue, le détective Ron Keller. Il ne se précipitait pas pour aider, il n'était pas choqué. Il était appuyé contre le capot de sa voiture, les bras croisés, ses lunettes de soleil reflétant la lumière du soleil, comme si rien d'urgent n'était sur le point de se produire. Puis, à 13h58 exactement, 2 minutes avant l'accident, il est remonté, a démarré le moteur et est reparti. Pas de sirène, pas d'appel, juste un départ lent et calculé.
Marcus se pencha en avant, stupéfait. Il attendait, marmonna-t-il, il savait que cela arriverait. Nous avons regardé en silence le SUV de Delilah faire un écart vers l'intersection. Quelques instants plus tard, le cri, la vrille, l'impact. Les images n'avaient pas de son, mais je n'en avais pas besoin, je m'en souvenais trop clairement. Le rapport dit qu'elle a heurté un poteau à 35 000 par heure. Assez pour déclencher les airbags et provoquer des contusions, mais pas assez pour tuer, juste assez pour attirer l'attention, juste assez pour piéger un homme. Dion a parcouru à nouveau les images, puis a évoqué un autre angle, celui-ci provenant d'une caméra de guichet automatique bancaire à proximité. Angle différent, même résultat, Keller attendait là, un fantôme bien en vue. Que faisons-nous avec ça, ai-je demandé. Marcus se tourna vers moi, on part en guerre? Le lendemain matin, nous avons déposé une requête formelle en suppression de preuves falsifiées et avons simultanément demandé un contrôle judiciaire de l'intégrité de l'enquête. Marcus s'est assuré que les images étaient cryptées, horodatées et livrées directement au cabinet privé du juge. Aucune fuite, aucune interférence. Il voulait que le tribunal découvre la vérité avant que les médias ne puissent la déformer. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons demandé un accès complet à toutes les images des caméras corporelles des premiers intervenants sur le site de l'accident. Devinez quoi? La plupart d'entre eux ont mystérieusement mal fonctionné, panne de batterie, brouillard lince, fichier corrompu. Tout cela est inutile, sauf un. La caméra thoracique d'un seul ambulancier avait des images partielles. Ce n'était pas long, moins de 30 secondes, mais cela capturait quelque chose de dévastateur. Delilah assise sur le trottoir pendant que les ambulanciers s'occupaient de Kai et Ella leva les yeux vers Keller alors qu'il arrivait et murmura « Est-ce que quelqu'un vous a vu ?» Le rapport des ambulanciers n'en faisait pas mention, mais les images étaient indéniables. Ce n'était plus un hasard, c'était une conspiration. Marcus m'a pris à part plus tard dans la journée. Nous n'avons pas seulement affaire à une fausse accusation. Ceci est coordonné. Keller n'a pas seulement aidé à le dissimuler, il a aidé à le créer. Et le plus effrayant, c'est qu'il était bon dans ce domaine. Le rapport officiel de l'accident indiquait que Keller répondait à un autre appel à proximité, qu'il était le premier officier sur les lieux. En raison de la proximité, le journal des appels l'a sauvegardé jusqu'à ce que nous retrouvions le numéro. C'était un téléphone graveur enregistré au nom de personne. La prétendue perturbation du voisinage n'avait ni nom de l'appelant, ni enregistrement vocal, juste un horodatage et une adresse qui n'existait pas. Marcus secoua la tête avec incrédulité. Il a organisé l'appel pour justifier sa présence précoce. Tout se mettait en place. Nous avons compilé toutes les nouvelles preuves dans un dossier privé et l'avons soumis sous scellé. Marcus savait que le bureau du procureur allait stagner. Il voudrait protéger leur taux de victoire. Mais une fois que le juge a vu ces images inédites, une fois qu'ils ont réalisé que le détective principal chargé de leur affaire avait falsifié une chronologie, c'était fini. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma cellule et j'ai regardé le mur, mais je n'étais plus engourdi. J'étais en ébullition avec une rage que je ne pouvais pas laisser passer. Ils ont essayé de m'effacer, de m'enterrer sous le poids d'un récit qu'ils avaient écrit ensemble au cours d'appels téléphoniques chuchotés et de réunions secrètes. Ils utilisent mes enfants comme accessoires. Mon nom est une arme, mon amour est une preuve. Et maintenant, c'était eux qui manquaient de temps. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de rejouer le moment. Keller a regardé le lieu de l'accident depuis l'autre côté de la rue, si calme, si posé, comme un homme regardant tomber des dominos, exactement comme il les a disposés. Mais il a oublié une chose, lorsque vous truquez le jeu, vous laissez des empreintes digitales, et grâce à cette caméra, celle dont il ne savait probablement même pas qu'elle était là, nous les avions. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai cru à quelque chose que je n'avais pas osé croire auparavant. Il n'allait pas s'en sortir. C'était presque comique avec quelle rapidité leur témoin vedette a commencé à se dévoiler. L'homme que l'accusation a appelé un expert automobile tiers expérimenté. Le mécanicien qui aurait trouvé des preuves d'altération cérébrale ne faisait pas que mentir, il n'existait même pas tel qu'il le présentait. La première fois que j'ai entendu son nom mentionné dans un dossier judiciaire, Daniel K. Reeves, je ne l'ai pas reconnu.
Marcus l'a immédiatement signalé. Quelque chose dans l'adresse du magasin semblait étrange, trop vague, trop éloigné de la ville et trop éloigné pour que quelqu'un soit censé être appelé à bref délai après l'accident. Alors Marcus est resté. Cela ne lui a pas pris longtemps. Reeves Garage n'était pas vraiment à lui. Le magasin était loué sous une entreprise appelée Apex Auto Solutions. Mais Apex n'était rien de plus qu'une société écran, pas de licence légitime, pas de site web, pas d'avis de client, pas de trace écrite au-delà d'une boîte postale dans un comté voisin. Et quand Marcus a appelé le propriétaire de l'immeuble, faisant semblant de s'enquérir de la location d'un logement à proximité, le propriétaire a mentionné avec désinvolture que le gars de la voiture était à peine là et qu'il était DJ ou quelque chose du genre. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que tout cela était une mise en scène. Le mécanicien n'était pas du tout un mécanicien. C'était un acteur rémunéré, pas au sens hollywoodien du terme, mais un homme avec juste assez de connaissances pour parler métier et assez de motivation pour mentir sous serment. Ses certifications expirées, ses outils empruntés, son témoignage mémorisé. La connexion avec Delilah est venue ensuite. Marcus a découvert grâce à une assignation à comparaître sur les réseaux sociaux que Daniel Reeves partageait un appartement avec une femme nommée Erika Vance il y a environ 9 ans. Erika, ce nom n'était pas nouveau, l'ancienne colocataire de Delilah à l'université, un nom qu'elle avait mentionné en passant quand nous étions encore réels. Et le vrai choc, Erika n'était pas seulement une note de bas de page dans la vie de Delilah, elle était aussi l'ex-femme de Ron Keller. Maintenant, les choses commençaient à prendre un sens écœurant. Ce n'était pas seulement une trahison de confiance. Il s'agissait d'un retrait coordonné, d'un triangle de loyauté et de mensonge entre Delilah, Keller et Erika. Chaque étape de cette configuration a été soigneusement organisée. Delilah avait le mobile, l'argent et la liberté. Keller avait l'autorité, le badge, les relations, l'accès. Et Erika, elle avait les outils pour falsifier, réorienter et confondre la paperasse, sociétés écrans, faveurs louches. Et au milieu de tout cela, ce soi-disant mécanicien, une marionnette en costume, amené à valider un crime qui n'a jamais eu lieu. Je me suis assis dans la salle des visiteurs et j'ai regardé Marcus faire les 100 pas avec l'énergie d'un homme se rapprochant d'un échec et mat. Il a laissé tomber un dossier en papier cartonné sur la table entre nous. À l'intérieur se trouvait une liste de transactions, des paiements transférés d'un compte fictif sous Grayson Commodity vers le compte bancaire personnel de Re au cours des 3 derniers mois, $5 000 ici, $8 000 là. Des frais de consultation de $12 500 seulement 2 semaines avant le crash. Grayson Commodity, a déclaré Marcus, est également lié au compte offshore. Nous enquêtons sur celui lié aux fausses primes d'assurance. Tout pointait vers la même toile enchevêtrée. Je me rassis, un rire amer montant dans ma gorge. Et maintenant? Nous les exposons tous et espérons que ça tiendra? Marcus secoua la tête. Nous n'espérons pas, nous construisons. Nous déposons une requête en subornation de témoins, contestons la chaîne de preuves du rapport d'accident et déposons une plainte pour fraude auprès du barreau. Et une fois que nous avons terminé, nous le rendons public. J'ai fini. Il acquiesça exactement. Mais même avec l'élan de notre côté, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment de creux qui s'était enraciné en moi. J'aurais dû être à la maison. J'aurais dû être assise à la table de la cuisine et aider Kai à terminer son dessin d'un vaisseau spatial, pendant qu'Isla me tressait les cheveux avec ses petits doigts. J'aurais dû préparer des boîtes à lunch et crier à tout le monde de trouver ses chaussures. Au lieu de cela, je me battais pour mon nom, ma liberté et mes enfants dans une cellule de prison construite pour les criminels, tandis que la femme qui m'appelait autrefois son âme sœur jouait avec l'homme qui essayait de m'enterrer. Le poids de tout cela s'est posé sur moi comme du béton. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je m'allongeais sur ma couchette, les bras croisés derrière la tête, regardant le néant et me demandant ce que j'avais manqué. Quel signe j'avais ignoré? Quand Delilah a-t-elle cessé de m'aimer? Était-ce après la naissance des jumeaux? Quand j'ai arrêté de lui apporter des fleurs chaque semaine? Quand j'ai oublié notre 7e anniversaire et essayé de le rattraper avec un bracelet qu'elle n'a jamais porté? Ou avait-il toujours été conditionnel? À condition de confort, d'argent, de m'intégrer dans une version de sa vie où je faisais tout le travail et elle vivait. Et quand j'ai cessé d'être pratique, je suis devenue remplaçable. Pourtant, je devais continuer à avancer, continuer à respirer,
continuait à avancer, parce que Marcus ne se battait pas seulement pour une victoire légale, il se battait pour la vérité, pour toute une image grotesque. Et maintenant que la mécanique fantôme était exposée, le château de cartes commençait à s'effondrer. 3 jours plus tard, Marcus entra dans le bloc cellulaire avec un sourire rare. « Devinez qui vient de prendre un avocat, dit-il. » J'ai cligné des yeux, qui Reeves ? Apparemment, quelqu'un lui a dit que des accusations pour parjure étaient en préparation. Il a paniqué. Son avocat a tendu la main. Ils sont ouverts à un accord. Mon pouce est accéléré, il va se retourner. Si nous lui accordons l'immunité, il nous donnera tout. C'était tout. La dernière voix manquante, l'homme au centre des fausses preuves, enfin prêt à parler. Cela se passait. La trahison était en train de se dévoiler, les mensonges s'effondraient et pour la première fois depuis que j'avais été accusé d'avoir tenté de tuer ma famille, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas osé ressentir depuis des semaines, la lumière, pas celle qui scintille dans les couloirs de la prison ou rayonne à travers les panneaux fluorescents, celle qui vient de la connaissance de la vérité est finalement plus forte que les mensonges et que les gens qui ont essayé de me détruire. Manquait d'endroits où se cacher. Vous n'oubliez pas le moment où votre nom devient une arme, pas lorsqu'il défile sur un document que vous n'avez jamais vu auparavant. De l'encre qui est censée être la vôtre, des mots destinés à vous enterrer. C'est ce que prétendait l'accusation. Le prétendu pistolet fumant, une police d'assurance vie de 2 millions de dollars avec ma signature en bas, datée de 3 semaines avant l'accident. C'était la pièce maîtresse de leur dossier motive, enveloppée dans une simplicité juridique. Mais il y avait juste un problème, je ne l'ai pas signé. Marcus m'avait demandé une 12aine de fois, êtes-vous absolument sûr de n'avoir jamais autorisé une politique comme celle-ci ? Il y a peut-être des années, même quelque chose de similaire. Chaque fois que ma réponse était la même, non, jamais. Je ne savais même pas qu'il existait avant de le voir dans le fichier. Il a donc poussé fort. Il a demandé la demande d'origine, les relevés de paiement et les fichiers de souscription de l'assureur. Ils ont calé, ont affirmé qu'il y avait des retards de traitement, des examens de confidentialité, des problèmes de conformité. Mais Marcus était implacable. Une semaine plus tard, nous avons eu le set complet. C'est à ce moment-là que tout a commencé à s'ouvrir. Cela a commencé avec le compte de paiement. Le numéro de routage utilisé pour payer la prime mensuelle n'était pas l'un de nos comptes bancaires conjoints. Ce n'était même pas lié à quoi que ce soit dans le pays. Marcus l'a tracé sur un compte offshore basé aux îles Caïmans, enregistré dans le cadre d'une société Shell appelée Grayson Commodity. Grayson Commodity, ce nom à nouveau. Le même nom qui est apparu dans les archives financières du mécanicien Daniel Reeves. La même inscrite sur une licence commerciale dormante liée à Erika Vance. Tout est connecté, Delilah Keller, Erika et maintenant cette politique de forge était au cœur de celui-ci. Mais Marcus n'était pas satisfait de la piste de paiement. Il voulait l'origine de la signature elle-même. Il a donc fait appel à un analyste de l'écriture légale, un ancien entrepreneur du FBI nommé Dr Lena Pharaon. Elle a passé 3 jours à comparer la signature de la politique à des dizaines de mes documents vérifiés, déclarations de revenus, accords de location, anciens contrats commerciaux. Elle n'a même pas hésité quand elle nous a remis sa conclusion. La signature a été tracée, a-t-elle dit, retirée d'un fichier plus ancien, probablement un formulaire de refinancement hypothécaire, puis dupliquée à l'aide de méthodes de superposition. Marcus a presque ri à haute voix. Ils ont utilisé un scan numérique et l'ont masqué sur les documents d'assurance, un travail de coupe et de collage classique. Un travail bâclé, a-t-elle ajouté, mais a fait assez bien pour que la plupart des gens ne l'attrapent pas à moins qu'ils ne cherchent une fraude. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu de quelque chose de si subtil à peine enregistré jusqu'à présent. 6 mois avant l'accident, Delilah avait insisté sur le fait que nous passions en revue nos anciens documents hypothécaires. Elle a dit qu'elle voulait voir si nous pouvions refinancer à nouveau, réduire nos paiements mensuels. Elle avait elle-même sorti la boîte de paperasse, m'a assis, m'a posé des questions auxquelles elle connaissait déjà les réponses. Il ne s'agissait pas de la budgétisation, il s'agissait d'accès. Elle avait trouvé une signature de moi, celle qu'elle pouvait utiliser, une qui ne relancerait pas les alarmes. Jusqu'à maintenant.
Je me suis penchée en arrière sur ma chaise dans la salle de conférence juridique du centre de détention et j'ai regardé le plafond. Elle a planifié cela pendant des mois, murmurai-je. Marcus hocha la tête sombrement. Elle a fait plus que l'avoir planifié. Elle l'a répété avec le rapport médico-légal du docteur Pharaon en main. Nous avions maintenant la preuve d'une contrefaçon, une signature illégale utilisée pour fabriquer un motif financier. Marcus a immédiatement déposé une plainte contre la fraude et a soumis le rapport dans le cadre d'une requête en rejet de toutes les accusations pour l'inconduite du procureur et de fausses preuves. Mais même cela ne lui suffisait pas. Nous devons retourner le conseil d'administration, a-t-il dit, pas seulement vous sortir, Julian, nous allons enterrer ce complot devant le tribunal. Il a travaillé avec Dion, notre analyste numérique, pour référencer les verrous de transaction Grayson Commodity. Ils ont tracé l'histoire de la connexion de la propriété intellectuelle de l'entreprise et ont constaté que la majeure partie de son activité avait été effectuée à partir d'un endroit physique, un appartement à Raleigh, en Caroline du Nord, détenu par nul autre qu'Eric Avance. Elle n'était même pas discrète, les transferts offshore utilisés pour payer la police d'assurance provenaient de son réseau, ce qui signifiait non seulement qu'elle était sur le plan, mais elle était l'architecte du blanchiment financier derrière elle, la maîtrise des marionnettes finançant le mensonge. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis rythmé pendant des heures, en jouant chaque instant au cours de la dernière année. Cela a été soudain de l'urgence à propos de la budgétisation. Le temps que Delilah a pleuré dans la salle de bain pendant 1 heure après un appel stressant avec sa mère, mais elle a laissé son téléphone sur le comptoir et il n'y a pas eu d'appel. L'après-midi, Keller a déposé un ours en peluche pour Isla et elle m'a dit, l'oncle Ron dit que maman travaillait dur pour nous protéger. Chaque détail était maintenant comme une rupture de fil. De retour. Il ne le retracera jamais. Je me suis assuré de cela. La salle d'audience est tombée dans un silence stupéfait. Les poursuites se sont précipitées. Le bureau du DA a immédiatement déménagé pour abandonner les accusations basées sur l'assurance, affirmant qu'ils examinaient l'authenticité de certains documents. Mais il était trop tard. Les dommages ont été faits. Alors que Marcus et je laissaient la courte durer ce jour-là. Le récit se déplaçait et je pouvais sentir la marée. La trahison, qu'ils sont trop jeunes pour voir à travers des mensonges, trop innocents pour détecter la tromperie. Mais c'est un mensonge. Nous nous disons de nous sentir mieux, de prétendre qu'ils sont protégés. Ce que les gens oublient, c'est que les enfants remarquent tout, le changement de ton, l'étanchéité dans un câlin, la tristesse derrière un sourire, et parfois ils disent la vérité avant que les adultes ne soient prêts à l'entendre. J'étais au milieu d'une autre réunion de stratégie avec Marcus quand cela s'est produit un coup calme à la porte de la salle de conférence, suivi par l'un de ses stagiaires marchant dans un haleine, tenant un téléphone comme s'il s'agissait d'une grenade vivante. Vous devez voir cela, a-t-elle déclaré. La vidéo devenait déjà virale, un clip de sécurité de l'hôpital divulgué est animé 4 jours après l'accident. Les images ont montré que ma fille, Isla, nichée dans un lit d'hôpital, son bras bandé, sa manche de pyjama de tournesol poussa. Sa voix était douce, à peine audible sur le léger bourdonnement de machine en arrière-plan, mais les mots qu'il coupe plus nets que n'importe quelle lame. Maman a dit. Les freins de papa étaient déjà brisés, chuchota-t-elle. La pièce se tait à l'écran. Isla se pencha vers une autre petite fille dans le quartier pédiatrique comme s'il partageait un secret du coucher. Ses minuscules doigts ont serré un ours en peluche. Son ton n'était pas effrayé, il n'était pas répété, c'était juste honnête, si désarmement, je mets la poitrine. Nous avons fait 5 fois. Yous, posait des questions comme était le père encadré. Le mauvais parent a-t-il pris la chute? Peu importait la façon dont ils l'ont tourné. Le monde avait entendu ma fille. Et une fois que cette vérité était sortie, d'autres ont commencé à suivre. Des conseils anonymes ont commencé à couler. Les gens qui étaient restés silencieux se sentaient maintenant enhardis. Une infirmière des urgences qui a entendu Delilah au téléphone disant, dites simplement que c'était soudain. Il brillait toujours avec cette voiture. Quoi qu'il en soit, un quartier notation, même l'un des anciens collègues de Delilah, a envoyé un email à Marcus pour dire qu'elle avait démissionné après avoir été contrainte de faire preuve d'une lettre affirmant que Delilah craignait la violence domestique.
Delilah avait construit un château de mensonges, mais maintenant il pleuvait la vérité et ses murs commençaient à s'effondrer. Marcus a travaillé rapidement. Nous avons déposé une demande de revue psychologique complète des entretiens sur le bien-être des enfants. Il a fait valoir que la déclaration d'Eslaw avait soulevé de sérieuses inquiétudes concernant le coaching et la manipulation des parents. Le tribunal a accordé la requête et les services de protection de l'enfance ont rouvert leur évaluation. Pour la première fois dans ce qui ressemblait à jamais, j'ai vu un scintillement d'espoir. Mais c'est ce qui est venu ensuite qui m'a brisé. Eslaw m'a tiré une photo. Une travailleuse du CPS qui lui rendait visite lors de son placement en famille d'accueil avait demandé si elle avait manqué quelqu'un. Eslaw avait hoché la tête et remis un morceau de papier plié. Elle avait dessiné une silhouette de bâton, l'homme en chemise bleue tenant la main avec deux minuscules enfants, l'un avec des cheveux bouclés, l'autre avec un sac à dos. Au-dessus, dans des lettres en bloc, elle avait écrit « Mon papa n'est pas mauvais, il est le meilleur. Revenez, papa. » J'ai tenu ce papier dans mes mains comme si c'était sacré. Je dois l'avoir regardé pendant 1 heure. Pas de document juridique, pas de transcription de la salle d'audience. Rien au monde ne pouvait correspondre au poids de cette vérité du crayon. Cela m'a rappelé pourquoi je me battais, pourquoi je n'avais pas brisé, même quand tout ce qui m'entoure m'a dit que j'aurais dû. Je ne faisais pas ça pour effacer mon nom. Je le faisais pour être un père à nouveau, pour ranger Kai sans que Stranger ne regarde, pour lire les histoires d'Isla au coucher sans minuterie, pour franchir ma porte d'entrée sans que le monde ne pense que j'étais un monstre. Marcus vit le regard dans mes yeux alors que je trace la petite silhouette de bâton. Il n'a rien dit au début, m'a juste donné un moment. Puis il s'est effondré de la gorge et a dit, « C'est votre tournant, Julian. Le public est avec vous maintenant, l'écoute du tribunal, plus important encore, vos enfants connaissent la vérité. » J'ai hoché la tête, avalant la bosse dans ma gorge. Alors terminons ce qu'ils ont commencé. Le lendemain, Marcus a déposé une requête d'urgence pour présenter les images de l'hôpital comme de nouvelles preuves matérielles. Il savait que le juge ne pouvait pas ignorer les témoignages non coachés d'un enfant, surtout pas lorsqu'il contredit l'image soigneusement construite de la mère en deuil. Les avocats de Delilah ont repoussé fort, ont affirmé que la vidéo avait été retirée de son contexte, qu'Isla était confuse et stressée. Mais les dégâts ont été causés. Ce chuchotement s'était fait résonner dans tous les coins de la salle d'audience, chaque studio de l'encre de nouvelles et chaque conversation tranquille entre les parents à travers le pays. Le juge a convenu de rouvrir l'audience préliminaire de la preuve. Le même matin, Marcus a reçu une autre enveloppe anonyme. À l'intérieur se trouvait un lecteur flash. Pas de notes, pas d'adresse de retour. Nous l'avons branché. C'étaient des images de sécurité à domicile, la nôtre une caméra de secours. J'avais oublié. J'ai installé dans le garage. Il a montré Delilah 6 jours avant l'accident au téléphone tout en se tenant à côté de la voiture. Non, je vous ai dit, je lui ai déjà parlé des freins. Elle a dit dans le téléphone, il pense que ça crie par temps froid, c'est parfait. Ensuite, elle a regardé directement dans l'objectif, vérifiant probablement son maquillage dans la réflexion des fenêtres de la voiture, et a marmonné, vous ne saurez pas avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis assis là stupéfait. La femme que j'aimais, la mère de mes enfants, la personne pour laquelle je me suis sacrifié, planifiait cela dans mon propre garage, sous mon propre toit. Marcus ne parlait pas longtemps. Puis il a finalement dit, c'est le dernier clou dans leur cercueil. Il avait raison, Delilah avait chuchoté des mensonges dans le monde, mais notre fille avait chuchoté la vérité. Et maintenant, la vérité était plus forte. Le jour où Delilah a pris position, vous pouviez sentir la tension dans la salle d'audience comme si elle pressait contre sa poitrine. Les journalistes bordaient le mur du dos, leurs épingles en équilibre, les caméras roulant à l'extérieur pour les têtes de titre de midi. Le juge, une femme du nom de Mara Jenkins, avait la réputation d'être nette, pas de bêtises et presque impossible de secouer. Mais même elle s'est assise plus droite lorsque Delilah Monroe est entrée dans sa robe grise ajustée, ses cheveux épinglés justes, son visage composé dans le même gris fragile qu'elle a utilisé dans les interviews. 15 ans de mariage et je connaissais chaque version d'elle, mais celle-ci, ce personnage soigneusement conçu assis dans la boîte des témoins, n'était pas quelqu'un que je reconnaissais.
Elle était l'épouse endeuillée, la mère qui avait à peine survécu à un cauchemar, la femme qui a fait confiance trop longtemps. Ses yeux ne me regardaient même pas alors qu'elle a prêté serment. Elle était là pour son rôle et elle connaissait ses lignes. Marcus se pencha, laissez-la jouer, il murmura-t-il. Elle entre dans son propre feu. Le procureur se tenait. Madame Monroe, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé le jour de l'accident? Et là, cela a commencé, son plus grand acte. Elle a lancé dans un récit parfaitement répété de cet après-midi, l'odeur du caoutchouc brûlant, le volant se branlant, sa lutte désespérée pour protéger les enfants de l'impact. Les larmes se sont précipitées sur Q, comme elle l'a décrit, entendant le gémissement d'Isla sur le siège arrière et se remettant aveuglément pour lui saisir la main. Ma première pensée n'était pas de moi, a-t-elle dit, la voix craquant. C'était. Est-ce que mes bébés sont toujours en vie? C'est tout ce qui me souciait. Cela aurait bougé, convaincant, même si nous ne connaissions pas déjà la vérité. Elle a continué à décrire nos problèmes financiers supposés, comment j'avais changé au cours de la dernière année, comment je deviendrais froid, retiré, obsédé par l'argent. Elle m'a peint comme un homme s'effondré, en colère contre le monde, jaloux d'elle, désespéré pour une issue. Et puis, avec chaque once de conviction qu'elle pouvait rassembler, elle a dit qu'il avait supprimé la politique. Je ne le savais qu'après le crash. Mais je dis la vérité maintenant parce que mes enfants méritent la justice. Pendant un moment, la salle d'audience était encore Marcus. Il se dirigea lentement au centre de la pièce, la regarda dans les yeux et dit, « Madame Monroe, revenons à votre témoignage. » Elle cligna des yeux. « D'accord, vous avez dit que vous ne connaissiez la politique qu'après le crash. C'est vrai, tu es sûr? » Oui. Marcus a cliqué sur son épingle, s'est dirigé vers l'écran d'épreuve et a affiché la demande d'assurance avec son adresse email sur le formulaire d'inscription. Cet email, a-t-il dit, a été utilisé pour mettre en place la politique 3 mois avant l'accident. Il a été vérifié via un code en 2 étapes envoyé à votre téléphone portable personnel, le même numéro que vous avez fourni aux enquêteurs. Le visage de Delilah se contracta à peine, mais je l'ai vu, c'est. Je ne me souviens pas avoir fait ça, a-t-elle dit rapidement. Peut-être que Julian a utilisé mon email. Il avait un accès intéressant. Marcus a répondu car nous avons également des verrous d'adresse IP. Il se tourna à nouveau vers l'écran. Chaque fois que cette politique était accessible, c'était de votre maison Wi-Fi. Pendant les temps, Julian a été enregistré comme étant au travail, soutenu par ses entrées de carte clés numériques à Brightgate Tech. Il fit une pause. Encore une fois, dites-vous toujours que vous n'aviez aucune idée de la politique? Delilah se déplaça sur son siège. J'aurais pu le regarder plus tard. Je ne me souviens pas. Tout cela a été si traumatisant. Marcus hocha la tête calmement. Bien sûr, parlons de traumatisme. Il est retourné à la table de défense et a ramassé un dossier. Voici une transcription d'un message vocal laissé sur le téléphone d'Erika Vance 2 semaines avant le crash. Il a été récupéré lors d'une enquête fédérale sur la fraude bancaire. Aimeriez-vous l'entendre ou devrais-je lire la transcription? Son silence était une réponse suffisante. Il a lu, Erika, j'ai besoin de savoir combien de temps le premier paiement se casse. Killer dit, nous sommes bons, mais je veux être parti d'ici la fin du mois. Je ne peux plus traiter avec Julian. Le gars vit dans des feuilles de calcul. Glace. Élégant devant une statue craquelée sous la chaleur. Vous souvenez-vous de dire que les freins de son papa étaient déjà brisés? Sa tête se tourna brusquement. Quelles images de sécurité? Salle d'hôpital? Elle a dit à un autre enfant ce que vous lui avez dit. Souhaitez-vous voir le clip? Le visage de Delilah épuisé de couleur, je n'ai jamais. Qui est sorti de son contexte? C'est un enfant, exactement un enfant, qui n'avait aucune raison de mentir. Un enfant qui a simplement répété ce que sa mère lui a dit. Et quand les enfants chuchèrent la vérité, le monde écoute. Delilah ouvrit la bouche, mais aucun son n'est sorti. Marcus recula, pas d'autres questions. La salle d'audience bourdonnait d'électricité. Pour la première fois, le jury n'a pas regardé Delilah avec sympathie. Ils l'ont regardée avec suspicion, incrédulité, voire pitié, mais pas pour elle,
pour l'homme assis à la table de défense qui avait été marqué un monstre, encadré de signatures forgées et séparé de ses propres enfants par une femme qui avait fait des mensonges avec une précision chirurgicale. Et puis est venu le coup final. Nous aimerions lire un fichier audio que Marcus a dit au juge, enregistré 3 jours avant le crash, récupéré du téléphone de sauvegarde du détective Keller. L'accusation a affirmé que ce téléphone avait été perdu lors d'une retraite de formation. Le juge a fait un signe de tête, procédé. Le clip a joué dans la salle d'audience, la voix de Delilah, une fois qu'il est en prison, nous pouvons continuer. L'argent est déjà en place. La voix de Keller, êtes-vous sûr qu'il ne ripostera pas, Delilah, il ne le fait jamais. La salle d'audience est tombée silencieuse. Delilah, pour la première fois dans tous ces mois, m'a regardé. Ses yeux étaient larges, acculés, mouillés, mais pas avec les mêmes larmes qu'elle a déjà effectuées. C'était réel. Réel parce qu'elle a finalement réalisé que la scène brûlait et qu'il n'y avait plus de script à lire. Elle a essayé de parler, mais le juge l'a coupée. Cette cour prendra une récréation. À notre retour, nous procéderons avec des arguments de clôture. Alors que le bef la conduisait, Delilah jeta un coup d'œil en arrière, pas pour la sympathie, pas pour le pardon, mais peut-être, pour voir si je la voyais toujours comme la femme que j'aimais autrefois. Je ne l'ai pas fait. Tout ce que j'ai vu, c'était la vérité, brillant plus brillant que le feu qu'elle a essayé de commencer. Ils disent que le système judiciaire se déplace lentement, que lorsqu'il lui délivre enfin boîte. Mais le jour où le verdict est entré, le gavel n'a pas boité, il rugit. Le jury n'avait pas besoin de semaines, n'avait même pas besoin de jours, seulement 4 heures pour des heures de silence à huis clos, pendant des heures où 12 étrangers ont amusé pendant des mois de mensonges, des montagnes de preuves d'octorde et les fantômes de chaque manipulation. Delilah et Keller avaient coupé à nouveau dans leurs notations soignées pendant des heures. La salle d'audience était emballée. Je m'assis toujours à la table de défense, les mains serrées sur mes genoux. Je n'ai pas beaucoup clignoté, je n'ai pas tordonné. Je me suis entraîné à ne pas après des mois d'examen. Après que chaque soupir ou quart de travail dans mon siège a été mal interprété par les caméras et les yeux froids. Vous apprenez à geler lorsque le monde veut vous brûler vivant. Delilah était assise à quelques mètres de là, son avocat à côté d'elle, chuchotant rapidement et bas. Elle ne semblait plus assemblée, pas de perles, pas de robe de créateur, pas de mascara prêt à la caméra. Ses mains tremblaient. Ses lèvres étaient sèches. Elle a continué à jeter un coup d'œil à la porte comme elle s'attendait à ce que quelqu'un éclate et la sauve de ce qu'elle a construit. Le détective Ron Keller était notamment absent. Il était sous enquête interne à ce moment-là, son nom se déshabillait de service actif, son badge suspendu. On a parlé des accusations en suspens, de la falsification des preuves, de l'obstruction, du complot, mais rien de tout cela n'avait d'importance aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agissait du verdict. Le balai fait entrer avec une petite feuille pliée à la main, l'a marché vers le juge avec un calme pratiqué et est retourné à son poste. Mon cœur a réussi une fois, une seule fois. Puis il est allé immobile. Le juge Jenkins a déplié le glissement de papier. Elle n'a pas clignoté, elle n'a pas hésité. Dans l'affaire de l'État contre Julian Monroe, elle a déclaré, sur la charge de la tentative d'homicide véhicule, nous trouvons l'accusé. Une pause. Mon corps entier s'est tendu, non coupable. L'air s'est précipité de mes poumons. Je ne me souviens pas avoir expiré, mais je dois avoir, car soudain je me sentais en apesanteur, pas soulagé, juste plus léger, comme si j'avais été submergé sous l'eau pendant si longtemps et que j'avais finalement fait surface. Marcus a saisi mon épaule, ferme et stable. Je vous l'ai dit, marmonna-t-il, mais le juge n'a pas été terminé. Sur l'accusation de mise en danger des enfants, non coupable. À l'accusation de fraude à l'assurance, non coupable. Sur toutes les accusations restantes, non coupable. Il résonna à travers la pièce encore et encore une litanie de liberté et juste comme ça, la chaîne enroulée autour de mon cou desserré. Je n'étais plus seulement un accusé. J'étais un homme, un père, une âme lésée qui avait traversé le feu, toujours debout. La salle d'audience remua. Les journalistes chuchotaient frénétiquement dans leur téléphone. Je pouvais déjà imaginer les gros titres, le père exonéré dans un cas choquant et brisé.
La même bouche qui m'a appelé un monstre m'appellerait maintenant un miracle. Mais je ne me souciais pas des gros titres, plus. Delilah n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle ne s'évanouit pas. Elle était juste assise là à regarder ses mains, son visage vide, comme si elle ne pouvait pas bien croire que le rideau avait finalement chuté. Le procureur se leva, le visage serré, avec embarras. Votre honneur, nous demandons le temps de faire appel. Refusé. Le juge a dit, vous avez passé votre temps. Et puis elle m'a regardé pour la première fois depuis des semaines. Son expression s'adoucit, Monsieur Monroe, a-t-elle dit, vous êtes libre de partir. Je n'ai pas bougé, pas au début, parce que vous passez autant de temps à vous convaincre de ne pas espérer que lorsque la porte vous ouvrira réellement. La liberté ressemble à un truc, un fantôme. Mais Marcus a hoché la tête vers moi. Allez, Julien. Il a dit. Vous rentrez chez vous. Et donc je l'ai fait. Eh bien, presque, car le prochain miracle s'est produit 1 heure plus tard. Nous avons juste quitté le palais de justice, entouré de caméras clignotantes et de questions à moitié formées de journalistes qui se sont soudainement rappelé que j'avais un visage. Isona utilisant de faux passeports, 2 brûleurs les téléphones, une valise avec plus de 80 000 $ en espèces, une clé de stockage et des billets de ferry. Disparaît. Elle gagnerait. Il a répondu. Plus tard dans la soirée, j'étais seule dans l'appartement temporaire que Marcus m'avait arrangé jusqu'à ce que ma propriété réelle puisse être dégagée et libérée. Je me suis assis sur le lit avec ma tête dans mes mains, toujours dans la même chemise de presse que je portais pour le tribunal. J'ai pensé à Kayanla. Les services à l'enfance les avaient retirés des soins de Delilah le lendemain de la clôture du tribunal. Il séjournait avec un spécialiste de la famille, maintenant en sécurité, protégé. Je ne les avais pas encore vus. Le système requise les étapes, les revues, la réintroduction progressive. Mais j'étais maintenant officiellement autorisée à commencer les visites. L'idée de les retenir à nouveau qui a provoqué des larmes, pas le genre que j'avais enterré devant le tribunal. C'était plus silencieux, plus lourd. Vous ne réalisez jamais à quel point vous perdez de vous-même jusqu'à ce que vos propres enfants se sentent comme des étrangers derrière la vitre. Mais ils ne seraient pas des étrangers pendant longtemps. 3 jours plus tard, je les ai rencontrés dans une petite pièce bordée de livres et de sacs de haricots. Isla a couru vers moi en premier. Pas d'hésitation, juste un flou de boucles et de petits bras. Kai est venu plus lentement, mais quand il m'a serré dans ses bras, il n'a pas lâché prise. Nous n'avons pas dit grand-chose. Nous n'en avions pas besoin. Parfois, le silence est le genre d'amour le plus fort. Avant de partir, Isla chuchota à nouveau. Maman a dit, tu ne reviendrais jamais. J'ai embrassé le haut de sa tête. C'est parce qu'elle avait peur de le faire, et je l'ai fait. Je suis revenue des cendres, du mensonge, du nom qu'ils ont essayé de me déshabiller. J'ai survécu. Mais cette histoire ne parlait pas de vengeance. Il ne s'agissait même pas de la justice. Il s'agissait d'amour, du genre qui n'a pas besoin de caméra ou de discours ou de larmes parfaitement chronométrées. Le genre qui existe dans les dessins avec des figures de bâton. Le genre chuchotait entre les enfants quand ils pensent que personne n'écoute. Le genre qui sauve un homme de la noyade dans un monde qui a déjà essayé de l'effacer 6 mois. Cela fait 6 mois que le verdict a été lu, car les menottes ont été supprimées et le poids des fausses charges a finalement glissé de mes épaules. Certaines personnes disent que la guérison commence par un acte dramatique, une confession, une confrontation, des titres dignes de dignes. Mais pour moi, la guérison a commencé en silence. Cela a commencé le matin où je me suis réveillée dans mon propre lit, pas de dalles de béton, pas de caméra de surveillance au plafond, pas de pas en écho dans les couloirs froids et gris, juste la lumière du soleil qui fuit à travers des stores poussiéreux et le bruit doux des petits pieds descendant dans le couloir. Ken, Isla, mes enfants qui dormaient maintenant sans cauchemar, qui s'accrochaient à moi, non pas parce qu'ils avaient peur mais parce qu'ils se souvenaient, je me suis souvenu de mon rire, la façon dont je faisais des crêpes en forme de dinosaure, la façon dont je ne les laissais jamais me coucher sans histoire, même si j'étais épuisée. Cette première semaine à la maison avec eux, j'ai à peine dormi, non pas à cause de la peur ou du traumatisme, mais parce que je ne voulais pas manquer une seconde de ce que j'ai presque perdu. Ils avaient besoin de temps.
Bien sûr, vous ne pouvez pas défaire ce que Delilah a fait dans quelques semaines. Mais lentement, les murs sont tombés. J'ai répondu doucement à leurs questions, leur ai dit que maman avait fait de grosses erreurs mais que ce n'était pas de leur faute, que l'amour ne blesse pas les gens pour gagner. Cette vérité compte toujours, même quand on a l'impression que personne ne veut l'entendre. Nous l'avons pris de jour en jour et à cette époque, j'ai recommencé à construire, pas seulement émotionnellement mais littéralement. J'ai quitté la ville. J'avais besoin d'être quelque part plus calme, plus propre, où chaque visage ne me regardait pas avec pitié ou curiosité. J'ai trouvé une petite ville à 3 heures, nichée dans les collines, un endroit où personne ne se souciait des cycles d'information ou des titres de tabloïds. Les gens se sont simplement agités les uns contre les autres et ont posé des questions sur votre journée, comme ils voulaient réellement savoir. J'ai acheté une tige de fixateur avec de larges fenêtres et des sols grinçants. Kai a dit que ça sentait les vieux crayons. Islao l'a appelé la cabane dans les arbres à cause du gros chêne à l'extérieur de sa fenêtre. J'ai commencé une boutique de bois dans le garage, travail simple, solide. J'avais toujours aimé travailler avec mes mains, mais je n'ai jamais eu le temps auparavant. Maintenant, le temps était à moi. J'ai fait des chaises artisanales, des tables, des coffrets de jouets. Les gens de la ville ont commencé à remarquer. Les ordres sont arrivés lentement au début, puis plus vite que je ne pouvais les remplir. J'ai appelé la boutique Second Grain, pas seulement à cause du bois que j'ai utilisé, mais parce que je vivais ma deuxième vie, mon deuxième grain de but, de paix. Personne n'a posé de questions sur Delilah. Personne n'a mentionné les salles d'audience ou les lignes de rupture ou la trahison. Ici j'étais juste Julian, un homme qui a fait des choses, et c'était suffisant. Isla aimait s'asseoir sur un tabouret à côté de moi pendant que je travaillais, en esquissant des dessins avec crayon, Princesse Bed et Castle Liblis. Kai m'a aidé à tâcher les meubles, fier de chaque séquence sombre, a-t-il ajouté, même si ce n'était même pas la nuit, nous avons préparé le dîner. Je reçois toujours l'email occasionnel de quelqu'un qui vient de découvrir la vérité. Toutes mes excuses d'étranger, proposent de partager mon histoire, demandent d'interview. Je les supprime, pas par colère, juste parce que je n'en ai pas besoin. Cette histoire ne concernait jamais les gros titres. Il s'agissait de survivre, de ne pas laisser le mensonge de quelqu'un d'autre définir le reste de votre vie. Delilah, elle est derrière les barreaux maintenant. Elle s'est plongée après que Keller se soit retourné contre elle, offrant une confession complète en échange d'une peine réduite. Il l'a peinte comme le cerveau, le manipulateur. Elle a essayé de discuter de la coercition, mais les preuves ont été empilées trop haut, les messages vocaux, la banque transfert, les documents de forge, même la caméra de garage de secours. La vérité a finalement écrasé sa performance. Elle sera en prison pendant longtemps. Elle a essayé de m'envoyer une lettre il y a quelques mois, a déclaré qu'elle voulait expliquer. Je ne l'ai jamais ouvert. Je ne le ferai jamais, car certaines portes n'ont pas besoin d'être rouvertes. Certaines fins n'ont pas besoin d'un deuxième acte et certaines histoires d'amour ne méritent pas de se souvenir. Mais pardon, c'est une autre histoire. Je ne suis plus en colère. Je ne suis pas amère. C'est ce qui surprend le plus les gens, car voici la vérité. La colère m'a gardé en vie à l'intérieur de cette cellule, mais pardon, permettez-moi de vivre après. Le pardon n'est pas pour elle, c'est pour moi, pour Kai, pour Isla, pour la vie que je construis maintenant. Le vrai miracle n'est pas que j'ai été prouvé innocent. C'est que je n'ai pas laissé le mensonge me définir. C'est dans la façon dont Isla court pour me serrer dans ses bras après l'école, dans la façon dont Kai sourit quand il cloue un but de football et scanne la ligne de touche pour s'assurer que je l'ai vu. C'est dans la poussière de mon jean et les callosités sur mes mains, dans chaque planche de bois que je ponce, dans chaque poutre que je tonne. Je n'essaie pas d'oublier ce qui s'est passé. Je ne me laisse plus me posséder. Je rentre toujours mes enfants tous les soirs, je les embrasse toujours même lorsqu'ils se tortillent, chuchotant toujours, la même chose que moi avant que l'accident ne se produise. Je suis là, je suis toujours là parce que je suis. Ils ont essayé de m'effacer avec un appareil photo, un script et un mensonge, mais je suis toujours là. Et cette fois, personne ne peut écrire mon histoire mais moi.